on va commencer cette matinée. Donc, comme vous l'a expliqué le directeur, ce matin, on va plus s'intéresser à la phase d'études. Donc, je vais demander, puisqu'on va commencer par des retours d'expérience, donc à Jean-Marc Martinez, donc de conseiller municipal délégué à l'environnement à la mairie de La Ciotat. Est-ce que Richard Moline est avec vous Eh oui, il n'a pas pu venir. Il était prévu qu'il vienne, mais effectivement, ça n'a pas été possible. Et puis Cédric Lénaf, donc voilà, directeur des régies des ports à la mairie de Hyères, de venir. Venez vous asseoir à côté de moi. Ne me laissez pas toute seule. Allez, j'en prends un de chaque côté, comme ça, c'est très bien. Donc voilà, ce matin, on va commencer donc la séquence avec 2 retours d'expérience un petit peu détaillés. Vous aurez un quart d'heure chacun pour nous décrire un petit peu où vous en êtes justement dans ces phases d'études. Et puis ensuite viendront nous rejoindre d'autres personnes et on fera une table ronde où on débattra peut-être plus globalement de ces problématiques des études. Jean-Marc, je vous passe le micro, c'est vous qui commencez. Est-ce que vous voulez aller au pupitre, rester là On vous voit bien de partout. Hein. Non, on peut voir l'écran. Ah vous en avez un là et un là. Pour avancer, vous appuyez sur la petite... voilà, pour avancer sur la petite touche verte et vous avez des micros. Ça marche bien, oui, parfait. Donc oui, bonjour à tous. Donc la ville de La Ciotat tient tout d'abord à remercier bien entendu les organisateurs de ce forum, de nous avoir invités donc pour ce retour d'expérience, pour ce REX qu'on a évidemment. Et comme l'expliquait juste précédemment le directeur de la DIRM, évidemment nous on a pu bénéficier donc de l'appel à projet qui a été réalisé donc en 2020 et pour lequel on a été lauréat donc en 2021. Alors REX sur les études, évidemment, au départ, donc on a lancé donc en 2021 donc ces études, mais un bref historique un petit peu. Pourquoi on en est arrivé là et surtout pourquoi on a répondu à cet appel d'offres. Et je pense certainement que c'est le point d'intérêt important pour les collectivités qui seraient susceptibles d'être intéressées pour l'appel d'offres à venir, bien entendu, qui va être lancé en candidature pour l'année prochaine. Alors d'abord, on va placer le contexte. Donc la baie de La Ciotat. La baie de La Ciotat, c'est le 2e plus grand herbier de Posidonie des Bouches-du-Rhône, après celui de la Côte-Bleue, donc une zone très importante pour la préservation de l'environnement, qui, évidemment, et je l'ai noté juste après, nous a permis de pouvoir caractériser cette baie en classification Natura 2000, pour laquelle la ville de La Ciotat et la ville de Saint-Cyr ont la gestion aujourd'hui. Cette baie aussi se situe en cœur du parc national des Calanques, donc elle est inscrite dans le cadre du SGOM 2020. Et bien entendu, on est situé en aire marine adjacente, qui est absolument important. Alors les pratiques actuelles, évidemment, dans cette magnifique baie, pour laquelle je pense la plupart d'entre vous ont déjà été faire un petit tour, on a beaucoup d'activités, donc on a de la pêche artisanale, évidemment. On a aussi de l'industrie, hein, c'est l'histoire un petit peu de la ville de La Ciotat. On a donc La Ciotat Shipyard, donc une histoire avec des paquebots énormes qui étaient construits dans les années 70 et 60. Et aujourd'hui, maintenant, des yachts qui sont rénovés sur ce site. Et on a aussi donc de la chasse sous-marine, bien entendu. On a des plages à gérer, on a des engins motonautiques. On a l'écopage des Canadaires aussi qui viennent ici, qui viennent sur cette baie prendre leur eau pour défendre nos forêts aux alentours. Et bien entendu, on a la plaisance. Et donc, évidemment, c'est en
en ces termes en fait que vient la problématique. La plaisance, c'est entre 50 et 100 bateaux au mouillage en juillet-août sur la baie de la Ciotat. Alors là, vous avez une petite photo où on voit un petit peu l'effet que ça fait, mais je peux vous assurer, quand vous êtes sur la plage ou quand vous êtes en train de vous balader sur le littoral de nos plages, ça fait très impressionnant. Alors une étude avait été faite dans le passé par le parc, qui était une étude qualitative et qui donnait, vous voyez, c'est la photo qui est juste en dessous, sur le côté droit. En fait, les zones orangées, c'est les zones de pression, les zones de fréquentation de ces plaisanciers. Et en fait, vous pouvez constater que sur le côté gauche, on voit bien la pression qu'on peut avoir sur la baie de la Ciotat face à nos plages. Et donc évidemment, c'est en ces termes qu'entre notre projet, qui est un projet qui n'est pas nécessairement d'aujourd'hui. Alors évidemment, je crois que c'est le directeur de la DIRM qui rappelait tout à l'heure qu'au démarrage, c'est normal, on rame un peu. On rame bien parce que le projet de Zmel, quand même, il a été évoqué pour la première fois chez nous à la Ciotat en 2008. Donc 2008, c'est quand même il y a un petit moment maintenant, et on est très heureux aujourd'hui de pouvoir le mettre en œuvre. Et donc évidemment, et l'objectif à l'époque c'était de 48 bateaux. J'y reviendrai un petit peu après, et vous verrez qu'on n'est pas si loin de la vérité aujourd'hui. Quand on observe la photo qui est en haut à gauche, on voit bien les habitats, et on voit bien donc ce dont on parlait tout à l'heure, donc l'herbier de Posidonie, donc de la baie, où on se rend compte sur la partie verte qu'on a un herbier qui est particulièrement grand, et évidemment sur la partie grisée, la partie qui est en train d'un petit peu de disparaître, malheureusement, au cours des 10 dernières années. Alors ça, c'est bien entendu principalement l'effet du mouillage des plaisanciers sur cette baie qui viennent arracher ces herbiers. Je rappelle aussi, puisque bon, évidemment, moi, je suis là en tant qu'élu à l'environnement, épaulé par l'élu des affaires maritimes de la ville de la Ciotat, Richard Molines, mais il faut rappeler qu'en fait, un herbier de Posidonie, pour récupérer peut-être 1 mètre carré, ça prend plusieurs dizaines d'années. Je crois que c'est 30 ans, quelque chose comme ça. Donc évidemment, quand on commence à arracher un bout de cet herbier, on peut se poser la question, se dire bon, c'est pas grave, quand on est plaisancier, c'est un petit bout de plante, quoi. Mais en fait, non, ça va mettre un temps monstrueux pour reprendre sa situation initiale. Et donc évidemment, on a commencé à mettre en œuvre, la ville de la Ciotat, des actions pour essayer de freiner un petit peu ça. Et c'était des actions, on va dire, à la mesure de ce que la ville de la Ciotat peut réaliser. Donc on a mis en place des balisages écologiques qui nous permettent, comme vous le voyez en haut à droite sur la figure, une réglementation assez complexe, dans laquelle on a des zones interdites aux engins motorisés, on a des zones interdites, on a des chenaux qui sont placés, etc. Bref, un schéma assez complexe dans lequel on a essayé d'y placer un balisage écologique qui marche bien aujourd'hui. Et donc, c'est en 2020, comme le rappelait donc le directeur de l'ARDIM précédemment, qu'on a donc répondu à l'appel à projet pour un financement pour nous épauler, pour un financement à hauteur de 80% par l'OFB. Donc là, vous avez un exemple sur la photo, par exemple, d'une encre sur l'herbier. Vous pouvez vous imaginer, par exemple, quand le bateau va commencer un petit peu à dériver, ce que ça peut faire comme tranchée à l'intérieur de notre herbier. Je suis d'accord. Et donc le projet a été lancé. Alors là, évidemment, ce projet a été lancé, mais ce qu'il faut savoir, c'est que donc à la lecture, quand on a répondu à cet appel à projet en 2020, il faut savoir que quand on a vu l'arrêté, je crois que c'était en 2019, de la préfecture maritime qui définissait les conditions de mouillage. Ça a bien entendu mis en avant toute cette structure que je vous ai montrée précédemment qui permet de régir un petit peu les activités nautiques. Ça nous a permis de fournir on va dire un socle juridique important pour nos arrêtés locaux, et qui nous a permis de mettre en place tout ce système assez complexe. Et donc, évidemment, la continuité de ce système complexe, c'était d'y installer une zone de mouillage d'équipements légers. Et donc, on a répondu avec un avant-projet sommaire que vous pouvez voir sur l'écran. Donc, quand on s'est dit on va poser une zone de mouillage d'équipements légers,
on s'est dit, bon, bah alors, qu'est-ce qui est important? La profondeur, l'éloignement, évidemment, pour que les bateaux puissent y aller, etc. Ça paraît logique, mais aussi les enjeux d'usage, hein, les chenaux et les prises d'eau. On a essayé de la placer plus ou moins dans ce qu'on estimait être cohérent avec l'activité qu'on avait sur notre baie. Et bien entendu, les autres zones, on a essayé de définir des zones de report pour ces plaisanciers qui, bien entendu, vont être organisés, mais limités en nombre dans cette ZMEL, pour les reporter dans d'autres zones. Et donc, on a mis en place, on a mis en avant des zones de report dans le sable. Vous pouvez les voir, elles sont spécifiées sur la photo qui est en bas à droite. Alors, après ces études, c'est-à-dire qu'en 2021, donc on a lancé les études, donc on a été accompagné par notre prestataire BRL qui nous a amené jusqu'à aujourd'hui, on va dire la phase de fin d'études, avant d'entrer dans la phase d'études économiques. Et donc en fait, on s'est rendu compte que aux deux contraintes principales qu'on s'était fixées, c'est-à-dire la profondeur, l'éloignement et les enjeux d'usage, en fait, il y avait d'autres enjeux évidemment qu'on n'avait pas perçus. Et donc là, c'est là qu'on peut constater que l'importance de l'accompagnement dans cette démarche de développement d'une ZMEL dans notre baie. Et donc là, en fait, on y a ajouté des enjeux supplémentaires de type la pêche, donc la ligne de poste qu'on peut avoir devant le littoral et qui était important, auquel on n'avait pas du tout pensé, puisqu'en fait, on s'est fixé sur 2 zones pour constituer notre ZMEL. Une en face, le Port Nouveau, qui est la zone numéro 1 que vous pouvez voir en haut à droite, et une qui est en face des plages, qui est la zone numéro 2. D'accord ? Et donc, évidemment, on a pu comprendre l'importance d'ajouter des contraintes supplémentaires telles qui étaient proposées par notre prestataire. Et bien entendu, pas que ça, des recommandations aussi paysagères. L'organisation de la fréquentation à l'intérieur même de la ZMEL. Et ça, c'était quelque chose auquel on n'avait pas nécessairement pensé, parce que si on revient sur la diapositive précédente, en fait, on se rend compte qu'on les avait mis un petit peu en mode grappe. Enfin, pas en mode grappe, c'était... je ne sais pas si on peut revenir en arrière. Oui, voilà, c'est ça. On les avait mis un petit peu tous organisés à l'intérieur de la zone qu'on avait identifiée. Et en fait, on s'est rendu compte avec donc l'étude paysagère qu'en fait, c'était peut-être pas la bonne solution et qu'en fait, il fallait privilégier le mode grappe. Donc le mode grappe, c'est ce que vous voyez là, des grappes de bateaux qui ont la même taille et qui sont pas nécessairement collés les uns aux autres. Et en fait, vous pouvez voir donc la photo aux 2 photos qui sont en bas à droite, en fait, une confrontation entre un été classique, donc avec nos bateaux qui sont mis, les 50 à 70 bateaux que l'on peut voir sur la baie de la Ciotat, et en dessous, en fait, un été aménagé, imaginé, avec ce système de grappe au niveau de la ZMEL numéro 2 en face de nos plages. Et là, on peut voir en fait qu'on n'a pas du tout la même sensation paysagère lorsqu'on regarde ces ZMEL. Pourtant, en termes de nombre de bateaux, on en a quand même une bonne quinzaine, voire une bonne vingtaine sur ce site-là. Donc là, c'est quand même assez important. Donc, un autre point aussi, donc respecter les cônes de visibilité en termes de recommandations. Donc là, c'était important. Là, on a un point de vue qui est au niveau de la plage de la Ciotat, mais les études, elles ont été faites non pas seulement sur les plages ciotadennes, mais aussi, par exemple, en hauteur du parc national des Calanques, sur les hauteurs, de telle sorte qu'on puisse s'assurer que, d'un point de vue paysager, l'impact de cette ZMEL n'aurait pas une visibilité, on va dire, compliquée pour tout le monde. Donc, je crois que j'ai terminé ma présentation. Oui, merci. Si vous avez des questions, bien entendu, je suis à votre écoute. Okay. Merci beaucoup. Alors, ce que je propose, c'est qu'on passe directement à la présentation de Cédric. Et puis comme ça, on prendra les questions-réponses au moment de la table ronde quand tout le monde sera là. Merci, bonjour à tous. Je souhaite remercier la DIRM pour nous avoir proposé de faire ce retour d'expérience, Madame Brichet et Madame de Blomac avec qui nous avons monté ce diaporama.
Un retour d'expérience qui est assez modeste, puisque l'année dernière, nous participions au forum en tant que débutants et nous venions nous inspirer. Et nous en sommes au premier comité de pilotage qui a eu lieu il y a 3 semaines, et vraiment au démarrage. Donc ce qu'on va vous partager aujourd'hui, c'est le lancement des études de définition et la préparation du cahier des charges tel que nous l'avons prévu. Je travaille sur ce dossier avec Christophe Polycarpe, qui est le chargé d'opération, qui est le chef de pôle opérationnel et technique, ainsi qu'avec Maxime Tondon, qui est le chargé d'opération sur ce dossier. Et nous sommes assistés par le bureau d'études OTIS, Monsieur Pierre Guillaume et Lola Berthier, qui nous accompagnent sur l'assistance à maîtrise d'ouvrage et qui ont pourvu un grand nombre des cartographies que je vais vous présenter. Et enfin, je suis venu aussi avec le maître d'ouvrage, Monsieur Jean-Luc Brunel, adjoint port, plage et île. Et on a la dimension plage qui est importante parce que c'est une maîtrise d'ouvrage communale et non pas portuaire, bien que ce soit les ports qui participent à la réalisation de ce dossier-là. Et Monsieur Brunel est accompagné aussi de Monsieur Bernardi, qui est conseiller municipal délégué aux travaux et un professionnel de la mer aussi par ailleurs, et je les remercie pour leur présence. Alors avant de commencer, je voulais revenir sur une définition que j'ai trouvée dans le guide méthodologique des SMEL, qui a été édité par le ministère de la Transition écologique, guide qui est le premier recueil à lire quand on veut se lancer dans une opération de SMEL. Cette définition, c'est l'établissement d'une zone de mouillage et d'équipement léger consiste à délimiter et aménager sur le domaine public maritime, et je m'arrête là. Ça pressent le fait que nous allons aménager alors que nous ne maîtrisons pas l'espace foncier, contrairement aux aménagements que nous pouvons réaliser par ailleurs, et qu'il va donc falloir se projeter sur les autorisations d'occupation de ce domaine. L'aménagement d'une aire d'accueil et de stationnement temporaire pour les navires, et là aussi je m'y arrête, pas dans le sens temporaire AOT, mais dans le sens éphémère, puisque l'ambition, c'est bien de permettre à des navires de stationner de manière très temporaire, à hauteur d'une nuit ou deux, sur cette zone qui sera aménagée. Navires et bateaux, avec des installations mobiles et relevables qui garantissent la réversibilité de l'affectation du site occupé. Et c'est un point extrêmement important dans la définition de SMEL, cette notion de réversibilité. Et je trouve un petit peu plus loin dans le guide méthodologique, l'objectif principal, et j'en reparlerai pendant cette présentation, ne pas entraîner de désordre trop important pour les écosystèmes ou pour l'intégrité du sol et du sous-sol, de la mer. J'ai envie de lever désordre trop, et ne pas entraîner de désordre pour les écosystèmes. Alors je vous présenterai assez rapidement le contexte géographique, on abordera ensuite les enjeux réglementaires. Je poursuivrai avec la mise en œuvre de l'étude telle que nous la vivons aujourd'hui et on finira avec quelques premiers retours sur les difficultés et les perspectives que nous avons sur ce dossier. Et le tout en 10 minutes. Et le tout en 10 minutes, on va essayer. La presqu'île de Gien, la ville de Hyères, située au sud du Var, à une centaine de kilomètres à l'est du Forum. Un territoire très riche, caractérisé par la présence des îles de Porquerolles, Porquerolles et du Levant, avec beaucoup d'attraits. Et puis aussi une caractéristique importante, c'est qu'il y a énormément de ports. Vous voyez en rouge les ports des villes adjacentes, et il faut savoir que sur Hyères, il y a 12 ports, dont 5 ports de plaisance, qui s'affichent ici, des ports de commerce, des ports militaires et le port du parc national de Porquerolles. Alors ça génère un grand nombre de plaisanciers locaux qui viennent s'ajouter aux plaisanciers qui arrivent d'ailleurs et qui viennent profiter de ce territoire particulièrement attractif. Principalement les façades nord de l'île de Porquerolles, mais aussi le parc national de Porquerolles. Mais encore les zones qui vont nous intéresser plus particulièrement, qui sont situées à l'est de la presqu'île de Gien, parce que ce sont des zones qui proposent des abris en vent d'ouest dominant, et qui dit abri vent d'ouest dit aussi très exposé au vent d'est dominant. Et voilà notre zone d'étude pressentie sur laquelle nous travaillons pour tenter d'effacer les effets du mouillage sur ces zones-là. Alors, en amont du lancement de la consultation, on avait déjà pressenti une localisation de la SMEL au sud du port Saint-Pierre, avec un périmètre de l'étude qui est étendu tout le long du littoral de la façade est de la presqu'île.
Alors je disais, c'est un territoire protégé. Il y a de nombreux enjeux réglementaires, et je ne parle pas de contraintes réglementaires, mais d'enjeux réglementaires dont la vocation est de protéger notre territoire. Je ne reviens pas non plus sur le site Natura 2000 qui est très large sur cette zone-là. Et vous voyez sur la diapo suivante, en rouge, le site classé qui vient rajouter un enjeu réglementaire important en termes de protection paysagère notamment. Et on voit et on préfigure déjà l'emplacement de la ZMEL qui est situé en bordure de ce site classé, notamment pour qu'on puisse respecter le calendrier ambitieux qui nous est proposé pour la mise en place de cette ZMEL. Vous voyez sur la photo de gauche toujours la ZMEL dans le carré noir ainsi qu'une première vision du plan de balisage. Et à droite, les zones de mouillage qui ont été comptabilisées, qui portent le nom des plages. Vous voyez qu'elles sont assez nombreuses, avec en bas à droite les 4 zones de mouillage. Celle qui est le plus en haut à droite, c'est une zone de mouillage pour les unités de plus de 24 mètres. Alors un territoire protégé, on le voit quand on superpose l'ensemble des réglementations, on s'aperçoit qu'il va y avoir un enjeu réglementaire important à éluder, avec toujours cet emplacement de la ZMEL situé pressenti au sud du port Saint-Pierre. Quand on superpose ces enjeux-là sur ce territoire qui est protégé, mais qui est à protéger, on s'aperçoit qu'on a une zone de Posidonie qui est largement implantée dans le lieu de la future ZMEL. Ça tombe bien, c'est les Posidonies que nous voulons protéger. Mais on découvre aussi qu'il y a un herbier de Cymodocée, ainsi qu'un récif barrière de Posidonie assez important qu'il convient de prendre en compte. Alors un territoire à protéger, ça va impliquer, comme je disais tout à l'heure, un dossier de demande d'autorisation domaniale, puisque nous envisageons un aménagement sur une zone foncière que nous ne maîtrisons pas. Classiquement, le formulaire d'examen au cas par cas, dossier au titre de la loi sur l'eau et une évaluation des incidences sur le site Natura 2000, mais aussi, si nécessaire, étude d'impact, dossier CDNPS, c'est le volet paysager qui est associé au site inscrit, dossier de dérogation d'atteinte des espèces protégées si nous devions le faire, et l'enquête publique qui est associée. Alors pour l'élaboration du CCTP, je souhaite remercier M. De Villers de l'OFB qui nous a proposé un CCTP type que nous avons adapté à tous ces enjeux réglementaires et à ce contexte géographique. L'objectif étant de répondre aux attentes de la définition du ZMEL. Je passe très rapidement, vous les avez entendus, le stationnement temporaire, la réversibilité de l'affectation et ne pas entraîner de désordre pour les écosystèmes. Classiquement, 3 phases. Et je présenterai plus l'étude de diagnostic ici, qui sera suivie l'étude de projet de dimensionnement de la ZMEL, et enfin le montage du dossier réglementaire et communication autour de ce projet. Alors les études diagnostiques, elles consistent principalement au démarrage à travailler sur les bibliographies, notamment Biotope, à mettre en place un questionnaire des usagers, c'est OTIS qui l'a réalisé auprès des 2500 plaisanciers qui appartiennent aux 5 ports de plaisance de la ville d'Hyères. Ensuite, l'utilisation des comptages, données AIS, Metrix, plus des comptages terrain réalisés par l'assistant maîtrise d'ouvrage, plus des comptages terrain réalisés aussi par les maîtres de port qui ont une vision directe depuis la capitainerie sur la zone pressentie pour faire une future ZMEL. Ici, on voit qu'au sud du port Saint-Pierre, sur cette donnée AIS, on a déjà identifié un nombre de mouillages important pour la petite plaisance, mais aussi pour la grande plaisance qui vient se mettre à proximité du port et qui utilise aussi la zone prévue pour au sud de Gien, 2 zones de mouillage importants. On voit ici 2 comptages qui ont été réalisés. Sur la droite, il n'y a pas les petits points, mais il y a quand même le nombre de bateaux. Je n'arrive pas à le lire d'ici, mais on a 227 bateaux sur la diapositive de gauche et 216 bateaux recensés sur la diapositive de droite. Ça a été reproduit à durant plusieurs événements pendant l'été. Définition des pratiques actuelles et organisation du plan d'eau. Là, c'est avec ces comptages, c'est le travail sur la répartition des mouillages, la mise en place de diagrammes de fréquentation et ça permet de définir les orientations du projet. Là encore, quelques cartes. La carte de synthèse de la répartition des mouillages confirme que la zone pressentie de la ZMEL est très sollicitée.
Et on voit aussi au sud, sur la carte de gauche, une implantation importante sur un territoire qui est très attractif et très protégé du vent, au sud de la presqu'île. Quand on superpose ça avec les cartes de biocénose, on s'aperçoit que notre zmel pressenti est quand même bien implanté, puisqu'il y a beaucoup de posidonie et quelques taches de sable qui nous permettront de mieux définir nos futurs mouillages. Et on voit aussi que la zone sud impacte une zone de sable, et donc on va dire que la pression y est forte, mais un peu moins impactante pour le milieu. On attire quand même l'attention sur la présence du récif barrière, ainsi que sur l'herbier de Cimodocée. Très rapidement sur la typologie des navires. En haut à gauche, on voit un diagramme qui met en avant que l'enquête usagée révèle qu'il y a 75% de voiliers qui utilisent le mouillage sur l'emplacement de la future zmel, des voiliers de moins de 12 mètres. Et par opposition, je prends le troisième diagramme en partant de la gauche en bas, la bergerie, qui, elle, recense 87% de petits bateaux moteurs de moins de 6 mètres. Ça donne aussi des indications importantes sur les habitudes et l'organisation qu'il faudra que nous mettions en place sur cette future zmel. Et là aussi, un diagramme qui n'est pas très joli à regarder comme ça, mais qui apporte un enseignement important, c'est que ça, c'est le diagramme issu des comptages faits depuis la capitainerie. Ça met en avant qu'il y a 13 bateaux qui sont restés pendant les tempêtes d'Est. Ces 13 bateaux qui n'utiliseront pas la future zmel. On sait que ce sont des bateaux qui sont là au mouillage sans surveillance. Et on voit aussi, ça nous servira pour le dimensionnement, un maximum de 62 bateaux et une moyenne sur cette zone-là de 38 bateaux. Si on superpose l'ensemble de ces éléments, sur la carte de gauche, on voit avec le plan de balisage que les mouillages actuels ne respectent pas le plan de balisage, avec notamment des mouillages dans la zone violette qui est le chenal d'entrée sur le port, mais plus embêtant encore, à gauche, les mouillages dans la Ziem ou dans des zones interdites au mouillage complètement. Ça nous permettra, lorsqu'on aura mis une zmel dans cette zone-là, de pouvoir assurer une police un petit peu plus précise. On voit aussi sur la droite les grandes taches de sable qui existent au milieu de la zone de posidonie à protéger, et on voit que cette zmel est opportunément décalée au nord du site classé qui se prolonge en mer et qui nécessite un passage, comme je le disais tout à l'heure, en CDNPS et une autorisation ministérielle qui serait trop long à avoir. Et donc dans un premier temps, on va se mettre en dehors du site classé, ce qui ne nous exonérera pas de mettre en place des études paysagères pour que justement nous puissions organiser le mouillage désorganisé. Très rapidement, vent, houle, bathymétrie, sol et sous-sol, ce sont les plongées de reconnaissance qui vont nous permettre d'améliorer notre connaissance, on va dire, bibliographique, et qui vont permettre de déterminer un petit peu plus précisément les biocénoses. Et les caractéristiques paysagères, nous en avons parlé. Les petits carrés marrons, ce sont l'ensemble des plongées qui ont été réalisées par le bureau d'études OTIS, un petit peu plus concentrées dans la zone de la future zmel et un petit peu plus éparses, mais néanmoins présentes sur tout le reste de la zone. Ces plongées nous permettent de confirmer l'existence d'espèces protégées, nous permettent aussi de déterminer qu'il n'y en a pas d'autres. Par exemple, nous n'avons pas trouvé de nacre dans cette zone-là, mais qui permet aussi malheureusement d'identifier les espèces envahissantes telles que Caulerpa et de déjà définir des protocoles si jamais nous devions implanter des bouées à proximité pour limiter leur diffusion. Voilà la Caulerpa racemosa en haut à gauche, l'herbier de Cimodocée en bas à droite et puis l'herbier de Posidonie pris sur le récif barrière du sud de Gien. Quelques illustrations de ces plongées-là. Enfin, une illustration aussi que j'ai trouvée sur le bassin d'Arcachon de quelque chose que nous ne souhaitons pas mettre en œuvre sur notre littoral, c'est-à-dire un mouillage très organisé. On est à l'opposé des grappes dont nous parlait tout à l'heure le précédent orateur. Un petit exemple de ce qui peut se produire. Là, on est sur une zmel beaucoup plus importante que celle que nous envisageons de réaliser. Je passe sur le planning très ambitieux parce qu'il nous faut du temps. Des questions en suspens.
Compréhension du projet par les usagers. Tout à l'heure, on l'a entendu, il y a des projets de SMEL sur le parc national, il y a des projets de SMEL sur la presqu'île de Gien, portés par la ville, mais aussi portés par la métropole. Et les usagers ont besoin de s'y retrouver parce que la rumeur se propage plus vite que l'information, vous le savez. Et donc, nous avons pris la décision d'associer dans un copil large, dès le début des études, les usagers portuaires, de manière à ce qu'ils aient une information qui soit réelle, mais aussi les usagers professionnels qui souhaitent être associés dès le début et très prochainement les membres du contrat de baie mené par TPM qui ont souhaité faire partie de ce copil et que l'on accueillera avec plaisir, histoire de pouvoir valider l'ensemble des dispositions que nous mettrons en place. Et une mise en place d'une concertation qui va être nécessaire autour de ce projet. Quand on met en place autant de SMEL, il faut impérativement, si l'on veut que ça fonctionne, associer le public en amont. Je reviens sur le financement et la gestion aussi de la rentabilité du projet. C'est un gros mot, rentabilité pour une SMEL. Nous avons pour objectif de mutualiser les moyens portuaires parce que la SMEL est identifiée à proximité du port. Nous disposons des agents, de la compétence, des bateaux et il nous semble que ça permettra, si ce n'est d'être rentable, au moins de diminuer le déficit de la SMEL puisque, pour mémoire, c'est quelque chose qui est mené par la collectivité, non pas par le budget portuaire et donc la collectivité a des moyens qui sont limités. Se pose toujours la question des services. Quels services devrons-nous adjoindre à cette SMEL ? Nous sommes à proximité d'un port. Peut-être que nous limiterons les services dans cette SMEL, mais c'est un point d'interrogation qui permet de maintenir le débat ouvert. Et enfin, l'enquête qui a été menée auprès des usagers a révélé qu'un très grand nombre de bateaux étaient équipés de toilettes à rejet direct. Donc il va falloir qu'on travaille aussi sur ces toilettes à rejet direct, puisque nous ne sommes pas comme dans Porquerolles, dans une zone de mouillage propre. Nous avons réalisé une station d'avitaillement neuve sur laquelle on pourra accueillir sur tous les quais disposant de stations essence les bateaux qui veulent vider leurs eaux noires avec une forte volonté politique de maintenir ce service gratuit. Aujourd'hui, le comptage de cet été, c'est 0 bateau qui ont utilisé cet outil-là. Donc on va faire de la concertation, de l'information plutôt, pour qu'un plus grand nombre de bateaux, et notamment de professionnels qui pratiquent la location, puissent utiliser plus largement ce service. Enfin, je reviens sur cette définition. La SMEL, satisfaire le besoin de stationnement temporaire de la plaisance et de la grande plaisance aussi, parce que nous envisageons d'accueillir 2 ou 3 unités de grande plaisance à proximité, avec un objectif principal, et je le rappelle et je le rappellerai jamais assez, ne pas entraîner de désordre pour les écosystèmes ou l'intégrité du sol et du sous-sol de la mer. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, comme ensuite nous allons passer au pitch des entreprises donc, qui interviennent sur ces études, vous en avez déjà cité beaucoup qui vous accompagnent au quotidien dans cette phase. On prend le temps, si jamais il y a une question pour chacun de compréhension par rapport... Non ? Bon, ben c'est impeccable alors. Alors, si, on en a une. Bonjour, je m'appelle André Martini. Je suis marin et inventeur et j'espère pouvoir, dans les semaines qui viendront, vous apporter des solutions nouvelles par rapport à ce que vous avez déjà vu. Mais avant qu'on entre dans cette dimension, je voulais vous poser une question toute simple et qui est, on vient de voir un plan qui est très beau, très long, très intéressant, très long, difficile, et pour lequel on doit absolument vous féliciter. Comment est-ce que vous pouvez garantir que l'été prochain ou dans les étés qui viennent, tous les gens qui vont vouloir profiter de leur bateau dans l'ensemble de la baie de Hyères vont pouvoir disposer d'un mouillage? C'est pour hier. Je vais vous parler de mon expérience personnelle. Le 18 juillet de cette année, j'étais à l'île de Hyères, dans le mouillage que nous avons vu là amplement. Il y avait 280 bateaux. Comment va-t-on faire pour permettre à 280 bateaux ou plus de profiter de ce mouillage qui est magnifique en leur interdisant d'utiliser leur ancre? C'est une question toute simple. Mais la réponse est complexe. Et oui, je crois que ça marche. déjà. Normalement, ça Merci.
Je ne suis pas sûr. Vous m'entendez? Hein? Non? Allez, merci. Voilà, c'est une question simple, mais néanmoins très intéressante. J'ai envie de dire que nous travaillons, en tout cas sur l'ASMEL, et je vais parler pour l'ASMEL, qui est porté par la collectivité, et c'est un portage qui est courageux pour une collectivité, parce qu'effectivement, il peut y avoir des questions aussi précises que la vôtre. C'est un dimensionnement prévu pour une 60aine de bateaux. On a vu, à la sortie de l'ASMEL du Port Saint-Pierre, on a vu que dans le comptage, on avait une moyenne de bateaux à 38 bateaux. Et c'est une étude aussi qui est portée sur toute la façade est, avec notamment la mise en exergue de très grandes zones sableuses sur lesquelles pourront s'effectuer le report, où déjà le report s'effectue naturellement. Ça va être ma réponse pour l'ASMEL sur laquelle nous agissons. C'est vrai que votre question est partagée par l'ensemble des usagers portuaires. Et donc c'est pour ça qu'on les associe à la fois au comité de pilotage, mais aussi on travaille avec le parc national pour qu'ils aient l'information la plus large possible, qu'ils puissent faire remonter leurs questions, comme la vôtre, et qu'une solution soit trouvée. Je crois que le dimensionnement doit se faire au regard des comptages qui sont réalisés, mais sans oublier un objectif, c'est la protection de la posidonie. Aujourd'hui, l'image qu'a montrée notre collègue tout à l'heure de cette ancre au milieu de l'herbier, elle me fait mal. Elle me fait mal, et quand on voit, j'ai pas montré d'image d'herbier dégradé autour de Porquerolles ou autour de la presqu'île de Gien, on se rend compte de la nécessité, de l'urgence à agir. Jean-Marc, vous vouliez... Oui, mais il ne marche pas celui-là, manifestement. Vous vouliez compléter? Oui, juste ajouter quelque chose. En fait, à partir du moment où on va mettre en place une SMEL, de toute façon, il faut penser à une zone de report. Parce que de toute façon, évidemment, vu qu'on souhaite diminuer la pression, le chiffre que vous avez annoncé tout à l'heure, il n'est pas pratique, on ne peut pas le mettre en œuvre. Donc il faut penser à une zone de report, nécessairement, comme l'a expliqué d'ailleurs mon collègue sur hier. Et en fait, par exemple, nous à la Ciotat, dès qu'on a pensé à mettre une zone de mouillage d'équipement léger, on a tout de suite pensé, je vous l'ai montré tout à l'heure sur les diapositives, à des zones de report sur des zones sableuses qui sont pas, évidemment, qui mettent pas de pression sur l'herbier de Posidonie. Merci. Alors, je vous laisse retourner dans la salle et j'appelle sur la scène donc les représentants. Françoise, on avait encore une question. Ah, pardon, il y avait encore une question, mais... Oui, c'était juste une petite remarque. Ah ben, ça tombe bien. Effectivement, alors que Stéphane Parenverne, Parc national de Porquerolles, effectivement, très légitimement, les marins et les plaisanciers se posent la question de la garantie de pouvoir continuer à utiliser les zones qu'ils pratiquent aujourd'hui. Et effectivement, on pose la question de savoir comment garantir qu'on puisse avoir 280 places. On peut retourner la question de savoir si ces 280 marins sont capables de garantir l'intégrité de la Posidonie. Je prends l'exemple que je connais le mieux, celui de la zone nord de Porquerolles, où on a 1000 bateaux les jours de pic, hein, donc une dizaine de jours dans l'été, qui viennent mouiller. 40% sont sur l'herbier. Mais tous sont de bons marins. On part du principe que tous ceux qui viennent fréquenter Porquerolles sont de bons marins. Néanmoins, il y a 600 bateaux qui sont sur le sable, et les 400 autres qui arrivent, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de mouiller dans la Posidonie. Donc on atteint là les limites d'acceptabilité de la présence de ces bateaux-là dans ces milieux-là. Et donc, effectivement, peut-être que 280, c'est peut-être déjà trop, et que, effectivement, il n'y a pas la place pour tout le monde pour mouiller de manière à protéger l'herbier de Posidonie. Donc la question, pour la retourner, c'est comment les 280 marins garantissent aussi l'intégrité de la Posidonie. Alors, je crois que monsieur le préfet maritime, oui. Normalement, il marche. 1, 2, oui. Voilà. Oui, c'est un peu ce que j'ai dit à mon introduction. Aujourd'hui, la mise en place de cette politique de mouillage, elle a effectivement deux buts. Elle a un but immédiat qui est la protection de certaines zones, mais derrière, effectivement, elle a un autre but qui est lié, qui est la gestion de l'hyperfréquentation. Et vous l'avez très bien dit, on ne peut pas, dans certains milieux, j'évoquais tout à l'heure, notamment, parce qu'il y a un effet aussi pervers, c'est-à-dire que plus un endroit est beau,
Et on prend le cas des parcs nationaux, on prend le cas des parcs marins, je pense tout le coin on en parlait tout à l'heure, de la réserve de Banyuls, parc marin du Golfe du Lion, etc. Plus on a en fait de gens qui veulent y aller et donc de l'hyperfréquentation. Donc toute la gestion en fait des zones de réglementation des mouillages et de mise en place des semelles a aussi pour but petit à petit, et c'est quelque chose qui va se faire. Le but c'est pas de vider la mer de ces bateaux, mais c'est en fait de mieux répartir l'ensemble des bateaux finalement sur. Il y a des très beaux endroits qui sont pas forcément les endroits où tout le monde se précipite et où tout le monde s'entasse. Et donc il faut que petit à petit on arrive. En le faisant, et ça a été rappelé par l'ensemble des intervenants, par la concertation et puis une acceptation par les usagers, mais en fait que les gens comprennent qu'il faut qu'ils ne se concentrent pas tous au même endroit et qu'ils se répartissent davantage sur le littoral et qu'ils profitent de l'ensemble des zones du littoral qui sont offertes, et notamment, comme on l'a dit, il y a des zones sableuses, de report, etc. Et c'est toute cette gestion en fait spatiale au profit de la plaisance qui petit à petit doit se mettre en place, et qui est un travail progressif, mais qui, grâce à ce qui se fait avec les semelles aujourd'hui, commence à venir. Merci beaucoup.